Quand le soleil à l'horizon profile sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, d'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette, le chat, la voisine qui mange la vanille, sur un le chat. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et qui ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. Parce que la vie peut être belle, il y a des filles en ribambelle tout autour de mes semelles. Je me sens si léger, je voudrais toutes les enlacer, les aimer, les caresser. Adressé à Mademoiselle Colette Mercier. Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul Célestin, Irma Eugène Raoul. Oui. Battling Joe, c'est un nom maintenant oublié, une triste silhouette qui penche, appuyée sur une canne blanche. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la belle face sur le sable, les pas des amants désunis. Merci beaucoup. Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis actuellement en compagnie, comment vous dire, je suis tellement content, d'un régisseur, et oui, enfin un régisseur, et pas n'importe lequel, hein. Attention, hein. Je vous ai trouvé le régisseur de Michalik, rien que ça, entre autres, hein. Il fait bien sûr plein d'autres trucs, et il va nous raconter d'ailleurs toute son histoire. Il est bordelais, et ouais. Il a fait beaucoup de kilomètres pour venir nous voir, mais il n'est pas d'origine bordelaise. Il va nous expliquer un petit peu d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, qui il est. Et ben bonjour à toi, Mathieu Lecufec. Et salut Cédric. Comment ça va? Ben, ça va super. Ouais. Ça va super. Je suis très heureux de faire ce podcast Ah. pour mettre en avant ce métier de régisseur. Je vais quand même signaler que je suis pas le régisseur de Michalik. Il en a bien plein. sûr. Il en a beaucoup. En tout cas, j'en fais partie et je suis très fier. Mais c'est comme ça Ouais, c'est que, très effectivement, j'ai entendu parler de toi. Ouais, super. Parce que, bon, voilà, comme beaucoup de théâtreux, Michalik est une référence. Oui. Voilà, en Bien 2025, sûr. on ne peut citer que lui. Et c'est vrai que quand j'ai vu que tu bossais avec lui, j'ai fait, voilà, mais ça serait génial de pouvoir être en contact avec toi. Tu as été ultra réactif dès lors que je t'ai envoyé une invitation sur Insta. Et d'ailleurs, d'abord, merci déjà, parce que, voilà, enfin, comme je l'ai dit en intro, enfin, j'ai quelqu'un de Londres qui va pouvoir nous expliquer son métier, et pas n'importe lequel, parce que pour moi, c'est un métier qui est... c'est un extraterrestre, quoi. Il faut savoir faire des milliards de choses en même temps. Ouais, c'est vrai. On a un peu couteau suisse. Faut être l'œil
l'œil de Moscou, j'ai envie de dire, tu sais, tu vois tout, tu vois tous les détails, tu connais le moindre centimètre carré de la scène avec la lumière, avec. Bah, c'est vrai qu'on est là depuis le début. On est là en première phase de répétition. On est là jusqu'au live et jusqu'à la fin de l'exploitation. Mais tellement. Et que du coup, je pense que on a vraiment l'œil avisé parce que on entend toutes les notes qui se font déjà en répétition. Ouais. Et qu'on est un peu le garde-fou de tout ça. Où pas mal de metteurs en scène ou de directeurs ou de comédiens même nous demandent de prendre des notes pendant le spectacle à chaque live et de noter voilà ce qui allait, ce qui allait pas, de timer aussi, de voir là où c'était un peu plus mou et ouais, je pense que on fait partie des gens en tout cas qui suivant le spectacle de A à A finalement. Oui, tu vois. c'est mignon voilà. comme expression. J'ai pas posé le décor, mais c'est vrai alors ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas reçu un invité à la maison. Donc on est tranquillement dans mon salon, en train de boire l'apéro, et en train de grignoter des petites choses. Donc si on entend des petits bruits de bouche, bon, vous avez l'habitude maintenant, à la l'ASMR, c'est un peu la spécialité de ce podcast. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, bienvenue. Mais vraiment. merci. Et encore merci d'être là, d'avoir répondu présent et de représenter ce joli métier de régisseur. Alors, on va taper directement dans le sujet. Allons-y. Toi, ta spécialité, c'est la régie lumière. Ouais, voilà. C'est là où je m'éclate le plus. Exactement. Ouais. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la différence entre un régisseur lumière et un régisseur général? Parce que tu es aussi régisseur général. Régisseur général. Ouais. La différence, écoute, elle est forte finalement parce que en gros, un régisseur général va avoir une équipe avec lui composée d'un régisseur son en général. Hein. Je dis bien dans les grandes lignes avant les baisses de subventions qu'on a. En gros, le régie, voilà, donc du coup, a un régie son, un régie lumière, un ou quelques-uns régisseurs plateau, ou régisseur vidéo aussi s'il y en a. Du coup, c'est un peu le chef d'orchestre de la technique, j'ai envie de dire, le régisseur général. C'est celui qui met en lien tout le monde, y compris la partie artistique, qui fait le lien entre l'artistique et la mise en scène. Moi, je viens de la lumière, enfin donc voilà, donc que te dire de plus. Moi, je suis très passionné par la lumière. C'est un peu ce que j'aime dans ce métier. En tout cas, je suis très touché par mettre en relief un texte ou mettre en abîme un comédien. Mais c'est vraiment deux métiers à part. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais, total. En fait, il faut. Alors, on va revenir un peu sur tes débuts. Du coup, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as une formation? Comment t'es arrivé dans ce métier? C'est quoi ton parcours jusqu'à ce que tu arrives en tant que régisseur lumière et général? Moi, c'est un peu particulier parce que du coup, j'ai zéro formation. Moi, je suis un ancien parachutiste militaire qui a quitté l'armée, qui a ensuite fait plusieurs boulots à droite à gauche, et je me suis retrouvé à un moment embauché dans une salle de spectacle en région parisienne où je faisais beaucoup d'accueils théâtral et musicaux. J'ai rencontré les Tambours du Bronx, j'ai rencontré les Halles Vardar, tout ça qui venait faire des résidences du coup dans le théâtre où je bossais. J'étais très investi parce que très curieux finalement parce que bon moi sorti de mon petit théâtre à pas faire des galas de danse de fin d'année ou des spectacles associatifs où au final j'avais carte blanche techniquement, tu vois, où je pouvais m'amuser, mais j'étais en quête un petit peu de perfectionnement et de plus de précision en tout cas. Ce qui a fait que je me suis beaucoup investi dans chaque résidence qu'on a accueillie et une résidence, en tout cas celle dont je me rappelle, c'est une résidence de la production Les Grands Théâtres qui du coup m'ont fait confiance et qui m'ont embarqué ensuite, qui m'ont débauché en tout cas de ce théâtre où j'étais en fixe fonctionnaire, tu vois, dans une mairie. Et qui m'ont débauché en me disant, écoute, nous, on te propose 100 dates en tournée, tu deviens intermittent et y a là, quoi. Ah ouais, incroyable. Moi, intermittent à l'époque, changement de vie, quoi.
Ah ouais, moi, intermittent à l'époque, ça me parlait pas du tout. Je disais, Bah ouais. intermittent de quoi? Enfin, Ouais. et je me suis un peu renseigné. Puis du coup, bon, bah, la tournée, c'était hyper alléchant. Et l'équipe était super cool. C'était avec Alex Good à la mise en scène, que je salue aussi, du coup, au Sympa. passage. Parce que, Alex Good m'a beaucoup aidé, en tout cas, dans mes débuts de parcours. Il m'a énormément fait confiance et je lui fais un petit coucou. Mais bon, en tout cas, enfin voilà, du coup, je suis sorti de ce théâtre-là en tournée grâce au Grand Théâtre. Et ensuite, j'ai continué les tournées et je me suis perfectionné finalement sur le tas parce que je n'ai aucun diplôme Eh oui, dans la incroyable. régie. Comme quoi. Hein. J'ai tout appris les mains dans le cambouis. Ouais. Mais là, il y a quand même des gens dont c'est le métier qui t'ont montré un peu les ficelles. Ah oui, bah, Parce qu'il y a une rencontre qui a fait que évidemment. il y a eu le déclic chez toi, quoi. Évidemment, bah, bon, bah, comme je te disais, j'ai commencé par les grands théâtres dans des salles de province, en tournée, avec des gens qui étaient en poste et qui m'aidaient beaucoup hein, dans mon montage de spectacle où moi j'arrivais le matin même pour jouer le soir et du coup ils m'ont beaucoup aidé et ensuite avec beaucoup de travail j'ai pu accéder à des projets un peu plus gros et un peu plus cool et là du coup j'ai rencontré Denis Koranski qui pour moi est mon papa de la lumière C'est et je le mignon. remercierai jamais assez parce que enfin pour moi c'est un génie, c'est vraiment c'est le mec qui m'a tout appris, qui m'a sensibilisé à la lumière, au traitement de l'image, tu vois, à la température de lampe, de couleur, chose qui maintenant se perd dans les LED. Mais Eh on y oui. reviendra sûrement peut-être On après. va en reparler, Mais ouais. en tout cas, ouais, moi, je dois tout, en tout cas, à Denis Koranski qui m'a vraiment tout appris et qui m'apprend encore parce que je vais voir tous ces spectacles et à chaque fois, je lui envoie un message en lui disant, mec, t'es un génie, quoi, de ouf. Ah ouais. Ouais, c'est une grosse ref. C'est vrai que c'est beau de pouvoir apprendre de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux que d'être aux côtés de quelqu'un dont c'est un métier depuis de nombreuses années et qui a cette sensibilité et ce regard Bah, il m'a transmis, technique quoi. et En ouais, fait, il c'est m'a beau pas quoi. appris, il m'a transmis C'est ça. et c'est là où ce mec est ouf. C'est que il est pas là pour faire son truc et dire, regardez les gars, c'est super beau. Ouais. Il te dit pourquoi, Mm. comment, tu vois, et moi vraiment, je dois tout à Denis Koranski Ouais. que j'affectionne, mais moi ça fait partie de la famille maintenant, tu vois. Ah, c'est beau, c'est C'est beau. ouais, ouais. Alors justement, du coup, depuis quand tu fais de la régie? Alors depuis quand je fais de la régie, moi j'ai commencé la régie, si je dis pas de bêtises, en 2010. Voilà, donc dans cette fameuse salle municipale. 8 mois après, je suis parti en tournée. J'ai fait peut-être 1 ou 2 ans de tournée Ouais. où, si je me gourre pas dans les dates, j'ai vite rencontré Denis avec une pièce mise en scène par Anne Bouvier qui fait aussi partie de mes références Ouais. et aussi que je remercie parce que ils m'ont vraiment fait confiance parce que moi j'arrivais de nulle part. Ils montaient un projet avec Clémentine Sélarié et Pierre Cassignard. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Pierre Cassignard, qui est mon papa de théâtre et qui le restera toujours parce qu'il nous a quittés en 2021, malheureusement. Mais en tout cas, moi, je les ai rencontrés sur ce projet-là. Darius, écrit par Jean-Benoît Patricot, mis en scène par Anne Bouvier, du coup, éclairé par Denis Koranski. On a fait un premier Avignon. Ouais. Et je crois que ça a été l'Avignon, mon premier Avignon, du coup, le plus dur de toute ma vie, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce métier? En fait, j'ai rien à faire là. Et T'as été formé via Avignon. En fait. ouais, j'ai été formé grâce à Avignon, ouais. Ouais. Mais grâce aussi à ces gens-là, tu vois, Anne Bouvier et Denis Koranski, Jérôme Fouché, le producteur, Clémentine et Pierre, les comédiens, qui m'ont fait vraiment confiance, qui ont vu que je pense qu'à cette époque-là, j'étais pas du tout à la hauteur du projet, mais ils ont vu que j'avais l'envie. Ils m'ont fait confiance, j'y ai donné toute ma hargne et puis ça l'a paye, fait. hein. Et ça paye finalement, mais comme dans beaucoup de choses, hein, je pense que quand t'as la volonté, Oui, tu fais plein de évidemment, choses. bien sûr. Bah, dès que t'es passionné, que t'es amoureux de ton métier et que Et que t'as envie de et que t'as faire envie, bien. ouais, exactement. Parce que les gens
te donnent tellement d'amour et puis te font tellement confiance que t'as envie de donner le meilleur. Ouais. Et donc cet Avignon-là, ouais, a changé mon métier quoi finalement. Parce que je suis arrivé dans une autre sphère avec d'autres projets, des projets beaucoup plus pointus, millimétrés. Et c'est là où du coup le boulot de régisseur sort vraiment du lot quand c'est millimétré. Bien sûr, carrément. Est-ce que depuis 36 années, c'est vrai qu'on n'a pas donné ton âge, tu as 38 ans. Ouais. Depuis 36 années, du coup, est-ce que t'as compté le nombre de créas que t'as fait? Alors non, j'en ai fait beaucoup moins que Denis Koranski, qui lui en sort une centaine par saison. Je dis une bêtise, mais non, mais en tout cas, qui fait des Avignon avec 24 créas d'un coup. Ouais. Non, j'ai pas compté le nombre de créas. Et puis très franchement, je suis pas là pour compter. Je fais un peu la créa au projet parce que je pense que en lumière notamment, il y a un truc où il y a une sensibilité à avoir. Et ça m'est déjà arrivé de recevoir un texte ou d'être à une lecture où j'ai été prédestiné à faire la lumière, où je me suis dit après lecture, c'est pas moi finalement parce que je suis pas plus touché que ça par ce texte-là, ou alors c'est pas ma signature non plus parce que et ça c'est toujours grâce à Denis, Denis Koranski. Je pense que chaque éclairagiste a sa signature. C'est un peu comme un peintre, tu vois, il y a un truc où tu donnes un petit coup de crayon, donc là un petit coup de faisceau de lumière. Donc chacun sa signature, c'est important. Et moi, dans plein de créas lumière, je m'y retrouvais pas ou c'était pas mon ADN. Et donc du coup, j'étais le premier à dire un tel que je connais très bien, lui par contre fait ça 1000 fois mieux que moi. Donc c'est beau. Autant aller c'est joueur. Oh, c'est pas beau, c'est pas joueur. Non, mais c'est bien de reconnaître que en fait un texte il faut aussi qu'il soit mis en valeur. Ouais, mis en valeur et rien que mieux que le régisseur pour ça. Donc il faut le bon régisseur pour le bon spectacle. Alors là, on parlait de création lumière, donc du coup plutôt parce que le régisseur à la rigueur, régisseur, moi j'ai été et je le suis encore. Ouais. Moi, ça m'arrive d'envoyer des régies où j'ai pas fait la créa et j'ai pas mon mot à dire. Ah ouais. Et je pense même pas en plus à qu'est-ce que j'aurais fait à la place parce que ça n'a pas l'intérêt. Enfin, tu vois, sinon on m'aurait appelé moi. Ouais. Donc il y a régisseur et vraiment créateur lumière. Donc là, si on parlait de création lumière, oui, il y a pas mal de créas que j'ai refusées. Je les ai pas comptées, ni celles que j'ai signées. Et en tout cas, j'en ai signé 1000 fois moins que beaucoup de mes compères qui sont hyper doués. Mais non, on fait ça avec l'âme, je pense. Enfin, tu vois, il y a une sensibilité, quoi. Une sensibilité du texte et de la mise en scène. Et je pense qu'il faut surtout s'entendre avec la mise en scène plus qu'avec le texte, finalement. Ah bah oui, c'est de la mise en scène, de la lumière, c'est important. C'est de la mise en scène et de la scénographie. Ah mais total. Et il suffit qu'il y ait un texte que tu lis qui te fait partir dans un imaginaire, mais qu'au niveau de la mise en scène, on est complètement à côté de ce que j'ai pensé. Là, moi, je peux pas créer la lumière. Total. Le texte, c'est le texte, mais est-ce que imagine, peut-être que tu as déjà fait du classique, même du Molière, ou j'en sais rien, tu vois. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler pour l'auteur Stéphane Guérin, qui est un auteur que je trouve, mais alors, oufissime. Et j'ai fait notamment Kamikaze, qu'on a fait au Festival d'Avignon, alors je sais plus quelle saison, mais mis en scène encore par Anne Bouvier et éclairé par Denis. Mais alors ce texte était ouf parce que à lire, je pense que tout le monde se serait dit mais qu'est-ce que je fais de ça, quoi. C'était tellement dur, violent, avec un ping-pong de jeu d'acteurs. Enfin, mais Anne Bouvier a encore mis sa baguette magique pour opérer une magie. Et là, oui, tu vois, et là, Denis, donc du coup, est venu créer la lumière. Et j'étais très fier d'envoyer cette régie. Le son a été fait par Raphaël Sanchez, qui est aussi un mec au son de ouf, un compositeur. Trop bien. Enfin, voilà. Alors moi, justement, ça réunit une de mes questions, c'est que moi, j'aimerais connaître un peu ton processus de création. Comment ça se passe? Alors moi, évidemment, je connais un petit peu parce que voilà, je suis aussi metteur en scène, mais je sais que voilà, le metteur en scène, il va te dire ce qu'il a envie.
Toi, tu vas lui proposer techniquement ce que tu peux faire et tu peux aussi proposer des choses qui potentiellement il n'a pas pensé. Mais toi, comment tu Alors bosses? en Est-ce que tu as un fait, process qui est toujours identique ou est-ce que tu t'adaptes ou... alors je pense que j'ai une trame de travail qui reste identique, Ouais. mais qui s'adapte à chaque metteur en scène et à chaque pièce. Je suis pas forcément d'accord sur le fait que j'ai envie de dire, c'est rare qu'un metteur en scène me dise moi je veux ça, je veux ci. Justement, je pense que quand un metteur en scène travaille avec son éclairagiste, Ouais. du coup son créateur lumière, Ouais. je pense qu'il sait très bien la sensibilité de son éclairagiste. Il sait très bien qui il appelle. Il veut une signature. Tu vois, comme je dis, enfin, Laurent Béal n'a pas la même signature que Denis Koranski, ni que Jacques Rovérolis, Bien sûr. ni que Moïse Hill, qui est aussi dinguissime, Didier Brun, et j'en passe. Et franchement, pardon pour ceux que j'oublie, mais tu vois, enfin, je pense qu'en fait, c'est plus une alchimie entre le metteur en scène et son éclairagiste, où il y a une symbiose et où en fait on travaille dans la même direction, quoi, finalement. Donc moi, en général, du coup, pour aller plus clairement sur la question, moi, en général, je demande une lecture à plat, tu vois, D'accord. une lecture du texte avec quelques intentions, mais en tout cas une lecture à table, où je prends beaucoup de notes. Je demande évidemment le plan de scénographie. J'en discute avec le scénographe. On en discute aussi avec les peintres, avec les costumiers, parce que les couleurs des décors et des costumes influent aussi sur notre colorimétrie colorimétrie, pardon. Ouais, bien sûr. Donc du coup, en fait, c'est une équipe. Hein. Franchement, c'est un peu. Moi, je vois ça un peu. On est un peu des artisans, tu vois, de ce métier-là. On fabrique quelque chose, quoi. Donc, on fait des réunions, on se parle beaucoup. S'il y en a qui a une idée, faut pas hésiter à la donner. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, je fais une lecture, je donne un peu ma trame, un petit peu un squelette, en gros un storyboard de ce que je vois. Et ensuite, on en discute et puis ça bouge ou ça bouge pas. En général, ça bouge pas parce qu'il y a quand même, comme je t'ai dit, une alchimie entre tous ces gens-là. Une confiance aussi. Et une confiance, et on sait très bien que on est à notre place à chaque rôle de ce chemin, quoi. Ouais, total. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je me revois en train de discuter avec des régisseurs lumière et en fait, vous avez tellement d'idées par rapport. Il y a des trucs vraiment tu connais pas là, t'arrives, je sais pas, tu joues en province par exemple et que t'as l'habitude de jouer à Paris, tu connais pas le théâtre, tu connais pas les régisseurs, tu connais pas la lumière, tu connais pas le plateau, tu connais rien. Bah, en fait, la meilleure personne, c'est la personne qui est à la régie, qui connaît son matos, qui l'installe lui-même, qui sait comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire. Exactement. Et en fait, il faut faire confiance. Et c'est toujours, on le dit souvent, et c'est pour ça, c'est hyper important, et c'est aussi pour ça que les comédiens saluent toujours le régisseur à la fin d'une pièce, parce que c'est le personnage qu'on ne voit pas. Exactement. Et qu'on ne voit pas physiquement, c'est-à-dire que voilà, on ne voit pas la ça personne, très mais bien. on le voit grâce à ton travail. C'est Oui. Mais il faut savoir aussi que, tu vois, nous, là, tu parles de tournée et de trucs. Il faut savoir aussi que nous-mêmes régisseurs, quand on part en tournée, on crée une pièce à Paris ou en province, n'importe, dans un théâtre. On fait une résidence de 2 semaines. On crée quelque chose pour ensuite partir en tournée. Nous aussi, régisseurs, on est très à l'écoute aussi des régisseurs qui nous accueillent, qui sont eux en fixe, qui connaissent leur salle, tu vois, moi je parle de la lumière parce que bon, c'est un peu c'est la spécialité. C'est un peu le métier que je connais le mieux dans le son et la vidéo et tout. Mais je pense qu'en vidéo, on se rejoint aussi assez facilement. C'est que la lumière c'est soumis à l'angle. Je dis toujours à tout le monde, et ça je crois que c'est même Denis Koranski qui me l'a appris. La lumière c'est simple en fait. Tu prends une lampe torche et tu joues avec comme un enfant, tu te la mets en dessous du menton et tu la tournes au-dessus de ton visage et tu vois que en fait avec un seul et même état tu modifies tout un sentiment finalement avec un angle de lumière, avec des ombres portées et tout ça. Mais donc du coup on est très en lien aussi avec les régisseurs des lieux qui nous accueillent
parce que eux connaissent mieux leur salle que nous. Évidemment. Donc si nous on veut un angle à 45 à un moment sur un moment voulu, bah faut toujours faire confiance aussi à ces gens-là qui connaissent leur salle. Alors évidemment il y en a des moins bons et puis des excellents, mais il faut jamais les mettre de côté. Et puis on en revient toujours au même, en fait. On est une team de ouf et on fera rien sans l'un et l'autre, quoi, finalement. Tu vois, donc mais total. c'est un travail d'équipe de A à Z, quoi. Complètement. Totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai tellement de questions à te poser. Vraiment, je reprends devant toi. Du coup. Mais je t'en prie, c'est fait pour ça. Parce que il y a plein de questions qui me viennent que j'avais pas forcément écrit sur mon petit carnet. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que tu as dû faire. Tu as dû jouer dans beaucoup de théâtres, travailler dans beaucoup de théâtres. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un théâtre où tu as pu faire ta plus belle création? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que ça t'a marqué? Ma plus belle création? Ouais, pour toi, c'est quoi ta fierté number one? Est-ce qu'il y en a une? En fait, ma fierté, c'est peut-être certains projets, mais c'est peut-être pas certains lieux. Parce que je pense que techniquement, on s'adapte toujours au lieu. Ouais. Et je trouve que la contrainte est inspirante, en fait. Et que, alors, je parle pour moi, en tout cas. Ah bah, pour toi, pense que, en tout cas, voilà. Du coup, pour ma part, je pense que si j'avais tous les moyens possibles et inimaginables pour créer quelque chose, et je serais bien dans la merde. Ah. Ouais. C'est marrant, c'était l'une de mes questions. J'allais te demander, c'est quoi ton spectacle rêvé? Voilà. Les conditions, le théâtre en lui-même, s'il y a un théâtre que tu kifferais prendre les rênes, etc. en termes de lumière, honnêtement, etc. j'en ai pas trop comme ça. Moi, je trouve que la contrainte te pousse à la créativité, en fait. Et du coup, si tu te dis, tu vois, dans un théâtre, tu te dis, j'aimerais faire ça, mais je peux pas ici. Et du coup, ça te pousse à comment je pourrais le faire. Ouais. Et ça t'apporte sur une autre idée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, moi, je pense que je serais bien emmerdé si je pouvais tout faire comme je le voulais. Ou alors, je ferais chez tout le monde parce que je ferais, et puis j'essaierai autre chose, et puis ainsi de suite. Et puis non, les gars, en fait, on descend tout, on remonte et je ferais péter un plomb tout le monde, en fait. Donc, si après, je pense que, mais bon, ça, c'est peut-être un truc, c'est peut-être parce que je suis pas un Parisien et que je suis un régisseur de province, mais j'avoue que le théâtre des Bouffes du Nord, il me fait un peu kiffer. Ah, bah oui. J'aime bien ce côté un peu schlag, tu vois, un peu avec les murs qui s'effritent, le truc. Mais après, c'est toujours pareil, il faut trouver la bonne pièce, la bonne scénographie qui sert dedans. Et non, je pense pas que j'ai de théâtre. Moi, j'ai eu la chance de faire je crois, toutes les scènes nationales de France, où j'ai des moyens illimités. Bon, j'ai jamais fait de créa, mais je venais y apporter un spectacle déjà créé. Mais au final, ouais, c'est moins cool, c'est trop facile, quoi, tu vois. Ouais. Et, comme je dis, dans la contrainte, il y a un truc qui ressort où au final, je pense que tu peux trouver du mieux, en fait. La question que j'ai envie de te poser, c'est si tu devais faire le choix, est-ce que tu préfères la création ou les représentations? Ah, moi, c'est évident que mon rêve, ce serait de faire que de la création. Ouais, c'est vraiment moi, j'adore ça. Vraiment, je pourrais me buter à ça, mais jour et nuit. Il y en a des meilleurs. Je suis aussi à Bordeaux, qui est très loin de Paris. Enfin, finalement, pour le week-end, ça dépend. Pour les Parisiens, c'est pas si loin. Mais non, mais du coup, je suis très loin. Je suis un peu sorti du système parisien. Mais oui, j'aimerais faire de la créa si je pouvais. Après, j'adore la régie aussi. Tu vois, je pourrais pas quitter totalement la régie, mais évidemment, j'aimerais faire que de la création. Ouais, ce serait trop cool. Bah ouais. Ce serait trop cool. Ouais, parce que du coup, c'est ton côté artiste, en fait. C'est que tu crées quelque chose. C'est-à-dire que si on va sur la base du mot,
tu crées un univers, tu crées un... Je suis pas très à l'aise avec ce mot artiste du coup, et c'est pour ça que tu noteras que Intéressant. sur les affiches ou sur mon site ou sur mes réseaux, je marque conception lumière. C'est vrai. Et pas création lumière. C'est vrai. Mais parce que ben ça me vient encore de Nick Oransky, hein, qui m'a élevé et éduqué dans ce métier, et j'ai toujours retenu ça, c'est qu'en fait on est des artisans un petit peu de la lumière, tu vois. La lumière, tu la crées pas, elle existe, tu la dérives, tu la manies. Bien sûr. Donc du coup, je crée rien en fait. Juste, j'utilise quelque chose qui est déjà actuel. Oui, t'es pas Edison, hein, c'est sûr. Non, bon, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Mais tu vois, en fait, et je suis pas très à l'aise avec ce mot déjà création et ce mot artiste. Moi, je me considère comme un artisan, mais dans ces cas-là, un ébéniste est un artiste, tu vois. Ah bah évidemment, bien sûr. Ouais, mais il se dit pas, pas créateur de meubles. Ça commence par les premières lettres. Donc non, moi je suis pas très à l'aise avec ce mot artiste parce que je peux comprendre. Ouais. Je me considère pas comme un artiste, je me considère vraiment comme un artisan. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est noble. Comme tout artisanat, c'est un métier. Et je suis très fier d'utiliser en tout cas ce qui existe et de le dériver et puis de le texturer. Tu vois. Je comprends. Et alors justement, on en parlait un petit peu en off, mais c'est vrai que c'est une question qui m'est venue comme ça, et c'est vrai que bon, j'ai un petit peu plus âgé que toi, et je me dis, mais en fait, attends, le métier de régisseur, il a dû énormément changer avec l'arrivée du LED. Ouais. Comment t'as vécu ce truc-là, ou comment tu le vis encore en ce moment? Mais je pense que je suis en train de le vivre. Ok. Ouais, je pense que je suis en train de le vivre, mais parce que moi, en même temps, je suis en province aussi, je suis pas à Paris dans des gros lieux. T'as été à Paris quand même. Ouais, j'y étais, mais j'y étais avant l'arrivée du LED. Quand même, ou alors c'était les premiers par LED qui arrivaient. C'était pas non plus des bêtes de technologie. Je pense que vraiment le moment du LED arrive là, aujourd'hui. Et donc, je sais pas trop où me placer là-dessus. Moi, je suis très triste de perdre l'halogène parce que, comme on le disait tout à l'heure, je trouve que avec une lampe halogène, déjà, tu avais une température de lampe assimilée à une température de couleur qui était intéressante à travailler. Il y avait aussi X projecteurs différents qui n'ont pas le même faisceau. Alors pour les gens qui connaissent pas, t'as un par 64, les plus courants, les moins chers, et encore il y a plusieurs lampes, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais enfin du coup pour les novices, pour les novices, en gros t'as un projecteur qui va te faire un faisceau en forme d'un peu de banane. T'as un projecteur qui s'appelle un PC, un plan convexe, qui là lui va être un peu plus rond, mais que tu vas pouvoir serrer ou ouvrir pour resserrer la focale et l'ouvrir. T'as des découpes qui vont faire un peu le même boulot, mais en même temps tu peux les placer au net et donc faire un peu des plans, des poursuites, un peu tu vois les plans américains, des trucs ou mettre des couteaux et puis venir découper juste un tableau sur un décor ou un verre avec une iris. Enfin, et ça c'est un truc que évidemment on a maintenant, on l'a aussi en LED, mais c'est pas le même budget. Moi je travaille quand même pour beaucoup de compagnies qui ont pas trop de sous, beaucoup de productions qui en ont pas beaucoup plus, ou des théâtres privés où au final ça coûte très très cher, et du coup pour se mettre à jour c'est compliqué. Donc la LED c'est cool, mais évidemment, de toute façon je pense que comme dans tout métier et puis dans chaque corps de métier, il manque de subventions, et là le passage au LED est en train de s'effectuer en ce moment, et on n'est pas tous à la même échelle quoi, et pas tous au même niveau. Il faut peut-être aussi expliquer que tous les théâtres ne sont pas n'ont malheureusement pas
tous basculé avec la LED. Il y a encore non, et puis c'est des lumières à impossible. l'ancienne avec de la gélatine, avec voilà. Ouais, enfin des lumières à l'ancienne, on n'est pas à la bougie non plus. Non, mais tu m'as compris, tu vois ce que je veux dire. Non, mais évidemment. Mais c'est vrai Évidemment, que en fait, moi, mais c'est et hyper. c'est ça pour moi en fait c'est hyper cher, tu vois. la base de ton métier, c'est ça, c'est de savoir le bon éclairage pour la bonne scène, etc. Et la bonne couleur, la bonne teinte, le bon pivoter le spot au bon endroit, etc. Tout ça, c'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire quand un spectateur vient voir une pièce, il croit que Mais hop, c'est c'est la l'idée, magie du truc. Mais derrière, il y a énormément de travail. Mais c'est l'idée finalement parce Avec que des trucs plus ou moins hauts en plus. T'as des trucs qui sont à hauteur incroyable. ouais, comme oui, tu peux avoir un grill qui est à 4 mètres comme un grill qui est à 7 mètres. Grill, c'est là où on accroche les projecteurs. Oui. Mais c'est là où est tout notre métier finalement, c'est l'adaptation. Je pense que le mot premier, c'est s'adapter. Ouais. Et ensuite, c'est une question d'angle. On en revient toujours à la même chose et d'intensité. Mais je trouve que le métier premier, en tout cas, d'un créateur lumière, d'un régisseur, que ce soit son, vidéo, plateau, lumière, c'est l'adaptation en fait. C'est vraiment ça. Trop bien. Alors c'est vrai que c'est une question qui m'est venue aussi, c'est que j'aimerais savoir pour toi quel est l'avenir de ton métier par rapport à, on entend beaucoup de choses avec l'IA notamment. Est-ce que t'as peur pour ton métier? Est-ce que quel est ton point de vue sur ce sujet? Oh, alors, je suis tellement à 8000 de ça. Moi, je pense que pour mon métier, je vais parler de toute façon, en mon nom, et pas pour le métier, mais ton portrait. moi, j'ai pas peur. En tout cas, parce que je sais que j'apporte quelque chose d'autre que l'IA ne peut pas apporter. Déjà, le fait de se parler, puis d'être sensible à quelque chose sur un moment, parce que mon métier reste du live finalement, parce que on a beau faire une créa lumière, la créa lumière est pas ancrée dans le marbre. Chaque représentation reste la même, c'est que ça reste comme du spectacle vivant. Chaque date n'est pas la même, et je pense qu'on fait tous du live, en tout cas en régie. Et je redis, que ce soit son, lumière, vidéo, enfin, et du coup on a une sensibilité qui à chaque date qui est différente. Comme au plateau, tu vois, où c'est ça. Tu peux faire la même représentation sur, je vais prendre une période courte, mais une semaine, tous les jours. Et ben, je te mets au défi de venir voir la semaine. Chaque représentation sera différente. Elle sera différente au plateau et en régie aussi. Et nous là, on est, nous en tout cas en tant que régisseur, on est là pour accompagner les artistes et les suivre dans l'humeur du moment. Et c'est ça qui est cool, quoi. Du coup, c'est ça. C'est là où on se lasse pas, où on peut faire 150 dates d'un même spectacle. Ce sera jamais la même date, finalement. C'est tout ça, mais c'est ça, le spectacle vivant. Et parce il faut s'adapter effectivement au lieu, aux comédiens, à la mise en scène, à l'acoustique, au public qui n'est pas le même dans la France entière, où on dit toujours les publics du Nord, le public du Nord et les Bretons, c'est les meilleurs. Il y en a aussi des très bons partout en France, mais il y a des publics qui sont un peu plus durs dans certaines régions, parce que c'est un peu plus chic, parce qu'il y a un peu plus d'attente, parce que voilà, c'est pas la même gamme de théâtre qu'ils ont l'habitude de voir. Donc c'est là où notre métier est passionnant, c'est que on peut prendre une tournée de 200 dates et au final ce sera jamais la même date. J'ai une question d'un d'un follower qui se reconnaîtra, je ne vais pas le citer. Et ça regroupe un peu tout ce que tu as dit. Sa question, elle est simple, c'est qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton métier et quels sont tes moments préférés de ton métier? Alors, je prends 2 secondes pour réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui m'anime le plus? Tu peux même te resservir à boire en même temps. Ouais, et ben écoute, je vais honorer les régisseurs. C'est pas beau. Et puis on va se resservir un coup, parce qu'on n'est pas des bêtes. Bah oui, Et alors, qu'est-ce qui m'anime le plus? Moi, je pense que ce qui m'anime le plus, c'est toute la phase de résidence et de création, où on est tous dans le même bateau, à essayer de sortir quelque chose, et le meilleur de nous tous,
où là c'est vraiment excitant et puis de bosser, parce que j'ai pas parlé depuis le début, mais de bosser avec les costumières, avec les habilleuses, avec les régisseurs plateau, tu vois, Bien ça sûr. c'est aussi des métiers qu'on oublie, mais qui sont plus qu'importants. Et malheureusement, je mets un petit doigt sur le métier de costumière qui se perd malheureusement parce que manque de subventions, mais Oui. c'est des très beaux métiers, perruquiers, tu vois. Ben oui. J'ai eu de la chance d'interviewer un perruquier la semaine dernière. C'est un métier hyper noble, hyper beau. Mais ouais, puis on a besoin de ça, et puis totalement. on en Encore revient un artisan. c'est ce que j'allais dire. Voilà. On en revient à l'artisan. Ouais. On crée quelque chose tous ensemble, Ouais. et puis on sort quelque chose de beau. Enfin, en tout cas, on essaye. Bah tiens, je vais en profiter parce que tu soulignes un métier où j'ai beaucoup de mal à avoir des invités dans ce métier-là, c'est les costumes. Ouais. Si un costumier ou une costumière entend le podcast, s'il vous plaît, venez me parler. Je ne mords pas, je reçois très sympathiquement chez moi. Oui, puis je peux vous le dire, il est en face de moi, il est très sympa. Voilà, merci. Je l'ai pas payé pour dire ça. Mais vraiment, j'adorerais pouvoir c'est malheureusement des métiers parce que c'est un métier noble, c'est-à-dire que je trouve ça magnifique. Les costumes, c'est tellement important parce que c'est tellement visuel, c'est tellement ça fait tout un personnage. Et c'est visuel, et puis en même temps, il faut pas oublier aussi que sur un changement de costume, faut que ce soit efficace. Mais oui, bien sûr, il y a ces techniques. Et là, c'est des faits, quoi. Mais oui, mais bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est un métier dont on parle peu, et qui se perd. Ouais. Malheureusement, mais c'est vrai que tu au final, tu travailles, alors plutôt dans la régie générale, tu travailles avec tous les corps de métier au final. Mais oui, moi je suis là pour mettre en lien tout le monde. C'est ça. Et puis de toute façon, je pense qu'on est tous là pour faire du mieux qu'on peut, d'arranger tout le monde. Surtout les gens sur scène, les comédiens, mais bien sûr. On est tous là pour que ce soit facile pour tout le monde, et on est là pour le public finalement. Enfin. Bah oui, c'est le seul. Nous on fait ça. Nous notre récompense c'est quand la salle applaudit, tu vois. Enfin. Évidemment. Donc je me rappelle plus trop de questions. Bon, il y a tellement de mais sujets. Donc là, ce qui m'anime vraiment, moi, c'est la phase de résidence où là vraiment je prends un plaisir de ouf. Mais parce qu'on est, c'est une petite fourmilière, quoi, tu vois. Et puis on est tous là, tous excités à vouloir sortir le show, et puis on est jusqu'à la première, à l'ouverture du rideau, tu vois. T'es stressé aussi, comme les comédiens, tu penses, ou comment tu gères ça? Moi j'ai un gros stress. En fait, ça dépend des projets. Il y a des projets que je maîtrise sur le bout des doigts, où là je suis pas plus stressé que ça. J'ai toujours un stress évidemment parce que ça reste du live. Bien sûr. Et on travaille aussi avec de la technologie qui peut planter. Et oui. Donc c'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Comment t'as géré? Écoute, moi je suis un gros psycho. Donc du coup j'ai du spare tout le temps. Du coup, tu vois, j'ai un ordi lumière, un ordi son, un ordi vidéo, et j'ai un ordi qui est ouvert à côté où j'ai les 3 logiciels que je peux faire, où je peux faire plug and plug. Et si j'ai un problème pour opérer. Donc, c'est sécurité plus. Mais je pense que ça fait partie aussi de ce métier de régisseur, c'est l'anticipation. C'est tu dois anticiper la couille de la couille. Tu vois, c'est joliment dit. Tu vois, je te le dis avec mes mots. Hein, non mais t'as bien raison, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, tu dois, c'est plus qu'un système D, c'est un système F, quoi, tu vois. Ouais, total. Donc on est là pour tout anticiper. Après, évidemment, il y a des trucs qui se passent en live. Si on en revient en projecteur traditionnel, ce qui n'arrivera plus, on espère avec du LED, c'est qu'un projecteur claque, la lampe saute en plein live. Bon là, écoute, si c'est en plein live, alors ça dépend sur si c'est une pièce avec une captation. Moi, sur des ponctuels, j'ai toujours un spare. Donc j'ai toujours un projo de RAB qui est à côté. Qui est prêt à allumer. D'accord. Parce que sur une captation, tu peux pas tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre parce que tu fais 2 représentations. T'as aussi une représentation de RAB pour le montage. Bien sûr. Donc du coup, nous aussi, on se doit, en tout cas en technique scénique, d'avoir aussi un double. Mais après, sinon, non, pour des dates de tournée classiques, la lampe, elle pète, et je vais te dire, écoute, elle a pété. Voilà. C'est le jeu. Oui, c'est le jeu, ma beau. C'est le jeu.
J'aimerais savoir, parce que du coup, t'as dû voir tellement de pièces en étant dans ta cabine de régie, là. J'en ai vu Je sais quelques-unes. pas si d'ailleurs, si t'as dû, je sais pas combien de pièces t'as dû. Honnêtement, j'ai jamais Oh là calculé. là, ça doit être des centaines et des centaines, je pense. Moi, je pense qu'on en est à là. Ah ouais, facile, hein. Ouais. Est-ce que parce que, ok, t'es dans la technique, mais tu restes aussi un spectateur. Est-ce que t'as le temps d'être spectateur quand même, à un moment donné? Et du coup, la question qui m'amène, c'est est-ce que t'as eu des coups de cœur par rapport à des pièces en particulier, et si oui, lesquelles, bien sûr. Alors, je pense qu'en fait, j'ai pas trop le temps d'être spectateur. Parce que je reste quand même concentré du début à la fin du projet, parce qu'un relâchement peut vite, enfin une perte d'attention en régie Ouais. peut vite faire un petit pain de régie et voilà. Donc du coup, je reste quand même vachement attentif. Et moi, je suis pas sûr que de ma régie, je puisse être spectateur, parce que ça veut dire que je me laisse aller dans l'intention de la pièce et puis ou dans le jeu, et où du coup je suis moins sur le qui-vive. Donc non, je suis pas spectateur en régie, je crois pas. En tout cas, quand je l'ai été, j'ai loupé un top. Ah, Tu vois, ok, ouais, je comprends. ça m'est arrivé très Mais ça peu. t'est déjà arrivé par exemple, d'être absorbé par le jeu, Ouais, et du coup, ouais, tu dis, ouais. ah merde, attends, j'ai oublié un truc, Ouais. et que, tu vois? Ouais, ça m'est arrivé Ouais. quelques fois, Ouais. mais parce que ça joue de ouf au plateau et parce que la pièce est cool et puis que je suis et puis que t'es un peu fatigué aussi. Et puis que tu te laisses aller, puis tu sais, tu poses ton coude sur la table, puis tu les regardes parce que tu sais que ton top est dans 5 pages. Ouais, c'est ça. Et puis tu regardes, et puis à un moment tu fais, oh putain, merde, oui, c'est à moi. Oui, Mais, oui, parce que ouais. alors du coup, on va peut-être le dire pour ceux qui ne savent pas. Évidemment, il y a une conduite, ce qu'on appelle. Tout à fait, ouais. C'est du coup, tu as le texte de la pièce qui se joue en direct live, et du coup, avec toutes les annotations techniques que tu as notées. Voilà, exactement. Voilà. Je mets mes annotations son, vidéo, lumière, poursuite s'il en faut, changement de décor s'il en faut, parce que des fois, c'est en régie qu'on top les régisseurs plateau. Donc ouais, effectivement, j'ai une conduite, la même conduite que les comédiens qu'ils apprennent par cœur. Mais je les suis. Et puis si c'est un top visuel et non pas de texte, ben je me marque que c'est un top visuel. On a des petits logos, enfin en tout cas on a un code pour tous se comprendre. Et donc évidemment ouais, et souvent de toute façon sur les 10 premières d'une pièce que je lance, j'ai la gueule dans le texte. Enfin tu vois, ça dépend. Il y a des fois j'ai même pas le temps de lever la tête au plateau. Alors après, si quand même, parce que tu vérifies quand même tout le temps ce que t'envoies. Mais en tout cas, ouais, non, t'es très très concentré. Oui, complètement. Et c'était quoi tu te souviens de la régie la plus longue La plus longue ou la plus dure? Ah bah les deux, tiens, voilà. Comme ça, on n'ira pas de jaloux. La régie la plus longue, je crois que j'ai pas trop de souvenirs. Parce que pour moi, un truc qui dure 2 heures, 4 heures, 6 heures. Non, alors... Ça existe, hein, des pièces qui durent très longtemps. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de faire des régies de 2 heures ou de 2 heures et demie. De 4 heures ou 6 heures, jamais. Je pense que oui, ça peut être long, effectivement. Moi, je pense qu'une pièce longue, c'est une pièce où on n'a pas beaucoup de top et donc d'effets à envoyer. Et c'est la plus fouine, finalement, parce que c'est là où tu te déconcentres. Parce que du coup, t'as 30 pages où t'as rien, et t'attends, et puis à un moment, tu perds l'attention. C'est là où c'est dangereux, finalement. Et la pièce où j'ai le plus kiffé, franchement, j'en ai 2 ou 3. Je vais dire les 3. Moi, il y a celle évidemment avec Pierre Cassignard et Clémentine Célarier qui s'appelait Darius, qu'on a joué à Avignon, qu'on a joué au Mathurin, au Théâtre des Champs-Élysées, mais là c'était plus Pierre Cassignard, c'était Dominique Pinon qui remplaçait. Il y a eu aussi Un soir avec mon temps. Donc là c'était pas une pièce de théâtre, c'était vraiment un tour de chant sur Yves Montand que Pierre Cassignard avait écrit et coécrit avec Patrice Perrieras, qui était le pianiste et assistant de
2. Mais si, les Demoiselles de Rochefort, Ah, mince, oui. Oh là là, moi les noms, c'est vrai. non, mais en plus, je l'ai sorti il y a 2 secondes au bar, tout à l'heure, quoi. Bon, écoute, bref. Excusez-nous. Pardon. Autant pour nous. Mais ok. Mais voilà. Et puis il y a aussi celle que je fais actuellement où vraiment là, j'étais hyper fier que Alexis Michalik me laisse la main mise sur la créa. Où là, franchement, je on va m'éclate de peut-être ouf. expliquer du coup. Alors, on va reprendre le contexte pour ceux qui nous écoutent. J'ai pris un peu d'avance dans les enregistrements. On est en octobre, on est mi-octobre. Mais cet épisode va sortir le 2 février. C'est l'épisode 3 de la saison 2. Et du coup, tu as une actu en ce moment où tu travailles effectivement avec Michalik, notamment, et dans le porteur d'histoire, c'est ça, hein, Tout à fait, ouais. C'est ça, hein. La version bordelaise. La version il y a plusieurs versions. Ouais, tout à fait. Ça se joue, oui. De toute façon, les pièces de Alexis Michalik se jouent assez souvent partout. Donc là, notamment, le porteur d'histoire, ça se joue à Paris, ça se joue à Lyon, à Nantes, à Madrid. En même temps. En même parallèle. temps. D'accord. Avec des équipes différentes. Ok, donc toi, tu gères et moi, je gère l'équipe bordelaise. Pour Bordeaux. D'accord. Ouais, tout à fait. T'as un staff, t'as beaucoup de personnes derrière. Ouais, bah écoute, de toute façon, moi je travaille dans un théâtre à Bordeaux où il y a un bon staff. C'est un théâtre en fonctionnement, hein, donc du coup t'as une administration, t'as quelques régisseurs, quelques comédiens, une costumière, Marie-Christine qui est oufissime, et donc Owen. Envoie-la moi. Mais oui, mais il faut que je te l'envoie, mais total. Mais carrément, mais bon, je suis pas sûr qu'elle fasse ce trajet là pour Marie-Christine. Ah bah s'il faut aller à Bordeaux, je viendrai te voir à Bordeaux. Ouais, d'accord. Je t'emmènerai dans les petits trucs sympas. Ah sympa. Non, mais oui, donc effectivement, on a un staff, mais que je pense que dans n'importe quelle institution théâtrale, enfin. Ouais. Et le staff technique en lui-même. Staff technique, alors il est un peu tout nouveau. Au début, on était 3 régisseurs et on gérait un peu le théâtre comme on pouvait parce que on était là que au live et que c'était plus un fonctionnement de troupe. En tout cas, l'ancienne direction avait plus basé ça sur une troupe de théâtre. Donc, c'était celui qui opérait, qui mettait à jour un peu tout. Là, ça change parce qu'évidemment, c'est un autre fonctionnement. On a été racheté, donc là, il y a un staff un peu plus conséquent. D'accord. J'ai pris la régie G, du coup, de ce théâtre. Et donc, du coup, je me suis entouré de bonnes personnes et de très bons régisseurs, de très bonnes costumières. Enfin, d'une très bonne costumière, parce que c'est toujours Marie-Christine. La fameuse. Et on lui fait un petit clin d'œil. Mais non, mais en tout cas, je suis très bien entouré. Ouais. Mais après, on gère ça en familial, quoi, tu vois. Ouais. Et on en revient toujours à l'artisanat. Bien sûr. Tu vois, en fait, on est une petite entreprise. Oui. Et on essaie de créer des choses chouettes, de divertir les gens à moindre coût, parce que évidemment, je pense que pour un producteur, le coût d'une pièce, ça se répercute sur le prix d'un billet. Nous, l'idée, c'est que la culture soit accessible à tous. Et voilà, donc on en fait sûrement un peu plus chacun. Mais en tout cas, on s'entend très bien, c'est une petite famille. C'est cool. Et ça. On se régale. Hein. Ah, c'est top. Alors, du coup, tu parlais de Michalik tout à l'heure. Alexis Michalik, qu'on ne présente plus parce que tout le monde le connaît, évidemment. On peut le présenter. Hein. Voilà, on peut le présenter, mais bon, pour les gens qui vivent dans une grotte, peut-être, mais voilà, on sait qu'effectivement, un auteur à succès, évidemment, où plusieurs de ses pièces se jouent en même temps dans différentes villes. Donc, oui, puis c'est quand même une sacrée référence. On l'appelle le Feydeau des temps modernes. Ah, je savais pas ça. Eh ben si, mais sache-le. Okay. Mais évidemment, comment tu l'as rencontré? Comment il a fait appel à toi? Alors moi, c'était un pur hasard. Hein. Ouais. Moi, écoute, je travaillais dans ce théâtre à Bordeaux, qui a donc été racheté par un groupement de théâtre parisien, dont Acme, la société de production de Alexis Michalik, dont Alexis Michalik fait partie.
ont repris et il s'est avéré que pour leur première saison à Bordeaux, ils ont voulu mettre en place le porteur d'histoire. Moi, j'ai eu la chance que Alexis Plaire, toujours d'Alexis, mais donc, un autre Alexis Plaire, le directeur du Théâtre des Salinières à Bordeaux, m'ait fait confiance dès le début. Et pareil, je lui dois beaucoup à Alexis Plaire, qui m'a du coup mis sur ce projet-là en me disant, écoute, de toute la team, je pense que tu es plus adepte à recevoir ce type de projet. Il y avait quand même un gros boulot à faire parce que une grosse réadaptation, parce que le spectacle, le porteur d'histoire a été créé en 2011. C'est joué X fois dans X formules différentes. Donc, au niveau plan lumière, nous on appelle ça plan de feu. On a reçu X plans de feu différents. Donc, il fallait synthétiser tout ça. Et bon, moi, à un moment, j'étais un peu battu. Et j'en ai parlé du coup à Ismahan Yahadi, qui est l'assistante mise en scène, en tout cas sur le porteur d'histoire d'Alexis Michalik, en lui disant que j'étais un peu embêté parce que j'avais beaucoup d'infos et qu'il fallait synthétiser et qu'on n'avait pas trop de temps, comme d'habitude dans le spectacle. Toujours. Et qui m'a dit, écoute, fais-toi plaisir. Alexis Michalik, écoute, je pense qu'il est... je l'avais pas rencontré encore. Alexis Michalik est assez yes sur les propositions. Donc, du coup, à part des points de rendez-vous, comme les téléphones, où tu vois, c'est des douches, où là, pour le coup, il n'y a pas un traitement autre à faire que ça. Écoute, j'y ai mis un peu mon âme et mon grain de sel. Et ta signature, du coup. Et ma signature, du coup, finalement. Et Alexis Michalik qui est venu la dernière semaine de répétition avant de lancer le spectacle à Bordeaux pour venir vérifier tout ça. Et je suis très content qu'il m'ait dit que c'est la plus belle créa lumière qui débute sur ce spectacle. Donc du coup, il a validé cette créa qu'on va du coup importer du coup à Madrid, à Paris, à Lyon, à Nantes, enfin là où ça se joue. Du coup, je suis très content. Oui, tu peux être fier aussi. Ouais, bon après c'est aussi un travail d'équipe, hein, tu vois. Donc, je suis fier de moi, mais je suis fier aussi d'avoir fait partie de cette équipe, qu'on m'ait fait confiance. On a beaucoup travaillé avec Isman et beaucoup travaillé avec Alexis Michalik pour resserrer des choses. Et écoute, on en a fait un truc un peu plus actuel. Et donc ouais, je suis super content de ouf. Ouais, c'est trop bien. Ah, franchement, bravo. Merci. On arrive presque à la fin de cette interview. J'ai encore quelques petites questions. J'ai même pas peur. Ah, t'as vu. Moi, j'aimerais bien savoir, avant qu'on connaisse ton actu de 2026, j'aimerais savoir si tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui veut faire ce métier, qu'est-ce que ça serait? Ça va être un peu le truc bateau, hein. Ça va être travailler. Moi, écoute, comme on le disait au début, moi, j'ai pas fait d'école. Est-ce que tu penses que c'est un frein en 2025? De faire une école? De ne pas faire d'école. De ne pas faire d'école. Moi, je suis un peu déconnecté de tout ça. Je pense que du coup, maintenant, ça peut l'être. Ouais. Chose qu'à mon époque, ça n'était pas, mais je crois que même quand j'ai commencé ce métier, ou alors je le savais pas, mais je crois que ça existait même pas, les écoles de, peut-être pas, le SIAM, le 3IS. J'ai pas le je t'ai dit, je le savais pas. C'était pas aussi développé que maintenant. Je crois pas, hein. Mais vraiment, peut-être que je me gourre en plus, hein, mais je crois pas. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Moi, je pense que la meilleure formation, c'est le Festival d'Avignon. C'est les mains dans le cambouis. C'est de partir avec un spectacle assez conséquent et de le faire rentrer dans une boîte à chaussures et d'arriver sur des directeurs de théâtre avignonnais qui te font payer 15 000 euros le créneau en disant bah t'as 15 minutes pour démonter et 15 minutes pour monter ton spectacle. C'est sûr que ça forge. Ouais, alors ça forge, mais en même temps c'est aussi moi je trouve un peu une inquiétude un peu de ce métier où pour moi le Festival d'Avignon ça devient Rungis un peu. Et en fait tu peux pas demander à des petites compagnies ou des petites productions ou des grosses mais qui ont mis tout leur cœur à l'ouvrage à construire un spectacle et d'arriver dans une salle en disant bah non en fait toi ton changement de plateau il est de 15 minutes,
tu peux pas arriver avec tout ton décor, ni avec toutes tes lumières, parce que, mais parce qu'ils ont programmé 15 spectacles par jour. Ouais. En fait, il faut juste en programmer moins, Ouais, bien sûr. dans des meilleures conditions, Exactement. et qu'on puisse tous faire notre métier. Et puis surtout pour le public, en fait, proposer quelque chose de convenable et de ce qu'on voulait présenter de base, parce qu'il faut pas oublier que le Festival d'Avignon, c'est là aussi où énormément de petites compagnies ont mis tout leur sang et toute leur hargne dans ce spectacle-là. Oui, tu vas pas me contredire, hein, tu connais le truc. Oui. Mais du coup, qui est arrivé au Festival d'Avignon, on leur dit, en fait, ta scéno, elle rentre pas, parce que elle est un peu trop grosse, parce que t'as que 2 mètres carrés pour ranger ton décor, et puis que t'as 10 minutes et puis que t'as que 5 projos en commun, et du coup, il faut louer, parce qu'il faut savoir que, en général, chaque théâtre avignonnais alloue tant de projecteurs pour toutes les compagnies, donc c'est en commun. Et donc c'est un réglage fixe. Ah ouais. Alors c'est un réglage fixe pour les traditionnels. Ouais. Maintenant qu'on passe en LED, on va arriver sur des motorisés où ce sera peut-être un peu plus confort. Ouais. Mais en même temps, faut toujours faut amoindrir les envies et les besoins, quoi. Voilà. Magnifique. Avant de parler de ton actu, j'aimerais savoir, est-ce que il y a quelqu'un avec qui tu aimerais bien bosser? Parce que là, t'as touché un peu le Graal avec Michalik, on peut le dire, parce qu'évidemment, c'est quand même quelqu'un qui est très reconnu dans son métier. Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'adorerais pouvoir bosser avec lui? Ou avec elle, bien sûr. Franchement, je pense que j'ai eu la chance mais grâce à, et je redis, grâce à Jérôme Fouché, les grands théâtres, grâce à Anne Bouvier, grâce à Pascal Héritier, grâce à plein de gens, j'ai eu la chance de bosser pour des gens de ouf. Et moi, je marche pas à la personne, en fait, je marche au projet. En fait, je m'en fous que tu sois connu, je m'en fous que tu sois une star, en fait. Et limite, je pense que peut-être ça me freinerait d'abord. Ouais, je comprends. Moi, en fait, non, je bosse pour un projet, je bosse pour un trait artistique, mais je crois pas. Non, je crois pas que j'ai. Tu te dirais que t'es plutôt ce qu'on appelle un techos, un technicien, avant d'être un artisan ou Non, parce que en fait, ça pour moi, c'est lié, en fait. Ouais, on est d'accord. Artisan, technicien, je suis très fier d'être technicien, je suis très fier d'être artisan, je suis très fier d'être régisseur, très fier d'être concepteur lumière ou créateur pour ceux qui veulent, mais en tout cas, non, moi je suis très fier de ça. J'ai pas envie d'être mis en avant. Là, je suis très content de cette interview parce que on met en avant ces métiers-là et je suis venu pour ça. C'est pas pour me mettre en avant moi. Parce que moi je m'en fous, je ferai autre chose. Tu vois, j'étais parachutiste avant, je ferai prof de plongée après, tu vois, moniteur d'avion, tu vois, genre, je m'en fous. Là, je suis très content d'être là pour mettre en avant ce métier et voilà, dire qu'on est des artisans et qu'on faut pas l'oublier ça. Mais oui, et encore merci d'être là parce que vraiment ça a été très difficile d'avoir un régisseur. J'ai mis 1 an avant que quelqu'un puisse répondre à une invitation. Je suis très fier de pouvoir et très content de te rencontrer et que tu représentes entre guillemets. Alors j'espère qu'il y aura d'autres régisseurs et d'autres peut-être régisseurs. Je veux pas représenter les régisseurs parce que j'ai pas les épaules pour ça. Mais en tout cas, tu es le premier. En tout cas, je suis content de les mettre en avant. Voilà. Et t'es le premier et j'espère que j'aurai d'autres régisseurs. Toi, c'est la lumière, mais j'espère avoir un ingé son, j'espère avoir, tu vois, tous les gens de la technique. Donc, si vous vous entendez, n'hésitez surtout pas à venir me parler parce que vraiment, faites-vous entendre, faites des et puis allez-y, il y a du bon saucisson, du bon fromage, et il y a de quoi boire un petit coup. Tant mieux. Écoute, rien que pour ça, déjà, super. Ma dernière question, parce que c'est toujours la même et c'est important, c'est de savoir, évidemment, quel est ton actu en 2026. On le rappelle, du coup, on est le 2 février 2026, déjà. Bonne année. Bonne année. Et oui, important. Du coup, quels seront, est-ce que tu as déjà les dates de ce début d'année ou est-ce que tu peux dire peut-être,
les spectacles dans lesquels on peut retrouver tes créations. Alors honnêtement, j'ai pas trop d'actu 2026 pour l'instant. Moi, j'ai la chance de pouvoir choisir un peu les projets dans lesquels je suis. La classe. Voilà, la classe, je sais pas, mais en tout cas, c'est beaucoup de travail. Ouais. C'est pas la classe, hein, c'est que. Mais je pense que comme tous mes collègues régisseurs, j'ai eu des périodes où j'ai eu 2 ans de visibilité. Et il y a des moments où on se disait, on fait une petite pause. Ouais. Et on se recentre un petit peu sur nous-mêmes pour savoir là où on va aller. D'accord. Donc c'est pas la classe, c'est plus beaucoup de travail et beaucoup de rigueur dans le travail. Mais en 2026, écoute, je sais pas trop. J'espère faire pas mal de créa. J'espère être encore régisseur d'un théâtre à Bordeaux, régisseur général. Ben, j'espère. Et puis écoute, sinon je sais pas, on fera une interview où je serai prof de plongée et puis on se fera ça en Guadeloupe. Je changerai de podcast. Hein, bah très bien. Parfait, ça je prends. Bon, en tout cas, encore merci vraiment d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à toutes mes questions. J'en aurai encore des centaines, mais on va épargner un épisode qui dure 2 heures. Merci encore et à très très bientôt à Paris, à Bordeaux ou ailleurs. Et partout, on est en tournée, donc il n'y a pas de problème. Et ben voilà. Et merci à toi. Merci. Cool. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter et en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre.